Salut tout le monde, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks. Suivez Howdy Mavs sur votre plateforme audio préférée, Apple Podcast, Deezer ou Spotify. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube. D'ailleurs sur YouTube, laissez-nous un commentaire ou une question. Dites-nous ce que vous pensez de cette bonne série des Mavericks. On va en reparler de tout ça avec mes deux camarades de Howdy Mavs, notamment de ce match un peu fou qu'on a vécu hier soir contre Memphis. Quentin, comment as-tu vécu ce match contre Memphis? Salut Bern. C'était quand même un sacré long match, premièrement, parce qu'il a quasiment duré 3 heures. Donc bon, pour ceux qui se sont levés la nuit, c'était un peu long, mais bon, globalement, très content de m'être levé, d'avoir vécu ces émotions. C'est pour ça qu'on aime notre équipe, c'est pour ça qu'on aime ce sport aussi. C'est pour des moments comme ça où on entend toute la salle hurler. Et puis bon, ça, vous pourrez nous en parler, vous deux. Ouais, c'est quand même des moments qui restent en mémoire, qui marquent un peu la saison. Donc ouais, je l'ai quand même bien apprécié ce match, malgré les lancers francs, les pertes de balles, un petit peu trop nombreuses. On va en reparler, mais d'abord, on va saluer Nico. Salut Nico, alors toi, tu as vécu ce match en personne dans la salle. Comment était l'ambiance? Salut Bern, salut tout le monde. Eh ben écoute, déjà ça va très bien. Ça va très bien parce qu'effectivement j'ai eu le plaisir de voir le match en direct dans l'arène de l'American Airlines Center. Donc l'ambiance était un moment un peu froide parce que c'était agacé. Moi j'avoue que je l'étais aussi par les maladresses du troisième quart-temps. Mais c'est progressivement embrasé parce que on a eu un sacré match. Et comme je disais avec Quentin juste avant, je pense qu'on a simplement vu le meilleur match pour l'instant de la saison à domicile. Donc j'ai bien choisi mon match. Je me suis vraiment régalé hier soir. Ça faisait vraiment bien plaisir. Le meilleur match en termes de suspense. Après, la performance des Mavs, on va en reparler, c'était pas forcément la meilleure performance des Mavericks. Ouais, je sais pas, parce que l'adversité n'était pas la même, hein. C'était bien costaud en face. Nos charbonneurs de Memphis, là, ils ont vraiment été durs à bouger. C'est une sacrée équipe, hein. On va en reparler d'ailleurs, hein. J'avoue qu'ils m'ont, avec quelques absents, ils m'ont surpris vraiment très positivement. On rappelait pourquoi ils n'étaient pas troisième par hasard, hein, accessoirement. Alors, dans cette émission, on va reparler des matchs récents des Mavericks. On va parler de leur match contre Utah, contre Portland. Mais on va se focaliser, bien entendu, sur cette rencontre contre Memphis qui était assez spéciale à plusieurs niveaux. C'était un match qui allait qualifier les Mavericks pour la NBA Cup. Et puis, c'était surtout un match contre une grosse équipe de la conférence Ouest, sachant que les Grizzlies, ils étaient dans le top. Il me semble que hier, bon, en tout cas aujourd'hui, ils sont 4e de l'Ouest. Et puis, ils sont un adversaire coriace. T'as commencé à en parler, Nico. Ils étaient sur une série de 6 victoires consécutives. Et puis quand on regarde leurs stats, c'est la 6e attaque, 4e défense de NBA. C'est vraiment une équipe costaud. Donc, toi, Nico, cet adversaire, est-ce qu'ils t'ont surpris, les Grizzlies? Bah, oui et non, en fait. Oui, parce que je me rappelais quand même des dernières saisons où ils n'avaient pas du tout confirmé le potentiel, ils s'étaient beaucoup traînés. Ils avaient beaucoup déçu. Je ne vais pas revenir en détail sur Ja Morant, mais il a quand même pas mal déçu ces 2 dernières années, plus dans l'attitude et l'impact que ça a eu du coup sur son équipe. Mais alors là, il n'y a pas de problème cette année, il a vraiment repris le bon pli. L'apport de Zach Edey qu'on n'a pas vu hier soir les a bien renforcés. Et ils sont vraiment dans une identité d'équipe dure, physique, accrocheuse. Enfin, vraiment, moi je trouve d'ailleurs défense parfois un peu limite, mais il y a un très beau jeu collectif aussi. Puis il y a quelques gros talents quand même, parce que c'est pas juste des bourrins et une équipe de défensifs. Enfin, évidemment Ja Morant, mais il y a quand même des super joueurs de basket, hein. Jaren Jackson Jr. et Desmond Bane notamment. Il y a quand même beaucoup de talent. Donc au-delà des chiffres purs de 6e attaque, 4e défense, moi j'ai trouvé une super équipe. Donc c'était, par extension, c'était un super match. Effectivement, c'était un moment pour les Mavs, une opportunité de franchir un palier au classement. Je commenterai pas la NBA Cup, qui est pas vraiment je suis pas un grand fan, on va dire, mais je laisserai que Quentin commenter ça. Mais en tout cas, c'était une super opportunité. Du coup, ça a donné un super match. Donc pour ça, je parle vraiment du meilleur match de l'année parce que l'adversité aussi, elle a permis d'apporter un super match et une sacrée opposition. Et en plus, avec un suspense, je vais pas tout raconter,
avec en plus le suspense. Donc c'était vraiment au top. En plus, les Grizzlies, c'est un adversaire aussi qui, même si ça se perd un peu, mais qui font partie de notre division. Donc, à la fin de la saison, ça va sûrement se jouer hein, avec soit les Rockets, soit les Grizzlies, hein, pour savoir qui gagnera la division. Alors, je voulais juste quand même un petit mot par rapport voilà, à cet état de forme des Grizzlies, euh, qui vient aussi de mon collègue Grizzly France sur Twitter, sur le fait qu'effectivement, ils ont un très beau bilan de 14-8, mais que sur ces 14 victoires, on en a quand même 10 qui étaient face à des bilans négatifs, et sur les 4 autres victoires, en fait, c'était les Lakers sans Davis ou les Nuggets sans Jokic. Donc, je pense quand même que les Grizzlies, enfin, je les vois toujours en tout cas en dessous du fameux chapeau dont on a parlé là, le OKC, Denver, Dallas, et peut-être un peu Minnesota, même s'ils sont en méforme. Voilà, je vois toujours un peu les Grizzlies un petit peu en dessous, donc peut-être ils sont un peu en sur-régime, un peu ce qui arrive aux Warriors actuellement, qui reviennent un petit peu plus dans leur niveau, leur vrai niveau, j'ai envie de dire. Mais assez d'accord avec ce qu'a dit Nico. Sinon, c'était comme une très très belle équipe. J'aime beaucoup Jaren Jackson Jr. et ce qu'ils proposent. Donc, je sais pas qui tombera contre eux en playoff, peut-être nous, mais ça sera pas une série simple dans tous les cas pour ceux qui tomberont contre Memphis. Mais j'avoue Oui, qu'honnêtement, après avoir vu le match d'hier, j'espère qu'on va pas se les taper au premier tour, hein, parce que Ouais, non. vraiment, c'est une équipe qui t'épuise. Honnêtement, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que le match a duré 3 heures. Ils nous ont épuisés physiquement, ils nous ont épuisés dans les fautes. Ils ont des accrocheurs de première, là, notamment Marcus Smart m'a épuisé, Desmond Bane m'a épuisé. Ouais, vraiment, fallait se les faire. Hein. Il y a un autre truc qui m'a frappé, moi, c'est le pace. C'est-à-dire que et d'ailleurs, ça se voit dans les stats, c'est la deuxième équipe la plus rapide de NBA. On avait l'impression qu'après chaque possession en attaque, les Mavs étaient obligés de revenir en sprint en défense pour se repositionner parce que les Grizzlies, ils attaquent à fond tout le temps. Et ça, je me demande si c'est pas un problème pour les Mavs. Les Mavs aiment pas trop ce genre d'équipe. On l'avait vu contre Indiana un peu plus tôt dans la saison. Est-ce que c'est quelque chose qui gêne les Mavericks, Quentin, cette pace qui est assez élevée? Ça dépend, on va dire, des joueurs qu'on a sur le terrain. On sait qu'on a des joueurs qui sont capables de jouer un pace très élevé, notamment quand on a des line-up avec Kyrie Irving, par exemple. Et par contre, quand on a des line-up peut-être avec Luka Doncic, avec Spencer Dinwiddie, c'est plus compliqué. Hier, évidemment, donc Luka a fait son retour. Donc, c'est des moments où, effectivement, le pace peut nous gêner. Et c'est vrai que, comme disait Nico, là, les Grizzlies, c'est vraiment une équipe c'était une équipe de charbonneurs, etc. Donc il y a un peu le côté grit and grind de l'époque des Grizzlies d'avant. Mais par contre, là où c'est sûr qu'on n'est pas sur le même grit and grind que la génération Marc Gasol, Mike Conley, c'est sur voilà, cette jeunesse, cette explosivité en attaque où ils vont effectivement très vite, et je dirais même trop vite, parce qu'ils en perdent aussi pas mal la balle, ce qui nous a fait du bien. Parce que je pense des fois ça se précipite un peu trop, les passes vont toujours vers l'avant, et des fois ils n'arrivent pas tout simplement à contrôler la balle, et c'est aussi ce qui fait qu'on a quand même réussi à résister à cette très très bonne équipe, malgré leur troisième quart-temps totalement fou. Mais oui, le pace peut nous poser problème, surtout quand on a des line-up avec Luka et Dinwiddie, et hier on a beaucoup joué avec ces deux, car ces deux ont été très bons globalement. Alors, les gars, au final, les Mavs gagnent 121-116. Ça s'est terminé dans le clutch. Et j'ai envie qu'on parle de cette deuxième mi-temps, parce que bon, on va reparler de la première, mais vraiment, tout s'est dessiné dans cette deuxième mi-temps, où il y a eu un troisième quart-temps horrible et un quatrième quart-temps assez incroyable de la part des Mavericks. Donc, j'aimerais qu'on commence avec le négatif, ce troisième quart-temps qui était catastrophique pour les Mavs. Nico, comment tu analyses ce troisième quart-temps? Pourquoi les Mavs, quand ils sont sortis du vestiaire à la mi-temps, pourquoi ils ont démarré si mollement? On a l'impression qu'ils étaient à l'arrêt par rapport aux Grizzlies qui leur ont tapé dessus dès l'entame. Ouais, juste avant d'entrer en détail de ça, je crois qu'il y avait plus 3 ou plus 4 à la mi-temps, si ma mémoire est bonne, pour Dallas. Donc c'est resté quand même bien serré. Et effectivement, quand ils sont sortis des vestiaires pour débuter le troisième quart, tu as l'impression qu'ils étaient la tête, elle était encore là-bas, elle était encore dans le vestiaire, et ils jouaient vachement au ralenti. Et à l'inverse, les Grizzlies avaient particulièrement faim, et ils ont réussi complètement à bloquer assez vite les Mavericks, à la fois dans ce qu'avait fait, à mon avis,
la réussite des 2 premiers cartons, qui était l'alternance entre l'intérieur et l'extérieur. Ils ont beaucoup trouvé Lively à l'intérieur pour la finition, avec beaucoup de succès. Luka a été extraordinaire en premier et deuxième carton, vraiment. Je crois qu'il a 28, si ma mémoire est bonne, à la mi-temps, ou 25, je ne sais plus exactement. Enfin, vraiment, il porte les Mavs incroyablement dans le premier et le deuxième carton. Du coup, ils ont un peu perdu les pédales, effectivement. Donc, et en plus, on avait un décalage entre Kyrie, qui était assez maladroit, qui enchaînait les fautes un peu bêtes, qui était indigne de son talent. Désolé, j'ai une petite coupure. On va reprendre ça. Je disais, ouais, donc ouais, ils ont complètement perdu les pédales vraiment dans le troisième carton. En plus, on a eu le fantôme de Klay Thompson, particulièrement en troisième carton, mais dans l'ensemble du match. Donc, on était vraiment dans le dur en troisième carton. Ouais, en plus d'avoir le fantôme de Clay, ça, à la limite, on est un peu habitué, mais on a eu aussi le fantôme de Kyrie, comme tu disais. C'est vrai que moi, clairement, j'ai un peu perdu espoir dans ce troisième quart-temps. D'ailleurs, on termine à -15 ou un truc comme ça. Il y avait vraiment rien qui allait. C'est fou comme le basket, ça va vraiment vite. Tous les signaux étaient au rouge, à domicile en plus. Euh, c'était vraiment un très mauvais troisième quart-temps, mais le fait qu'on ait réussi à le remonter montre quand même une vraie force de caractère de l'équipe. Ouais, et je voudrais rajouter un truc aussi, c'est quand même, on a vu des Grizzlies avec un banc qui était performant. Enfin, ils réussissaient quand même à sortir Ja Morant, ou même d'avoir Jared Jackson Jr. Qui nous a fait très mal accessoirement à l'extérieur et à l'intérieur, sur le banc, et à continuer à nous faire très mal en fait. Jason Kidd a essayé pas mal d'ajustements. Il a même fait rentrer Jalen Hardy, qui n'avait pas du tout joué, si ma mémoire est bonne, dans la première mi-temps, ce qui ressemblait un peu à une forme de désespoir. Et il n'y avait pas de solution en fait. Donc on a prié très fort le dieu Kyrie Irving pour nous sortir d'une situation compliquée. Lui était clairement dans un très mauvais soir. On disait, mais qu'est-ce qui se passe là? Et Luka peut pas nous mettre 50 points. On a besoin d'alternatives. Et l'alternative, on l'a pas beaucoup vu, quoi. On a vu des moments, des éclairs de PJ Washington, un moment un peu de Gafford, mais vraiment on se dit, mais c'est quoi le salut? Il va venir de qui? Je fais le suspense sur une perspective du quatrième carton. Trop que tu vas donner. Et on était clairement dans l'inquiétude. Et puis surtout, on se disait, autant, ça y est, on a déjà lâché le match là. On va pas vu combien ils sont durs et accrocheurs, je vois pas comment on va leur récupérer 15 points au quatrième carton. Ouais, alors effectivement, au début du quatrième quart-temps, les Mavs se retrouvent à -15. Et même le début du quatrième, ça se passe pas super bien. Je veux dire, je pense que les deux équipes s'échangent des paniers. Mais à partir de 8 minutes 24, Memphis se métamorphose, et là, après, ils ne mettent plus un panier. Je crois que jusqu'à Oui, peut-être 3 à partir de minutes, 8 il n'y a minutes pas eu un 24, je seul pense panier de mis ce par que Barnes veut Memphis. dire. Je crois que ça a Alors, dû bon, couper, il mais c'est le manque de fait que réussite, Memphis, peut-être qu'ils sont trop ils précipités. rentrent plus rien. Ils rentrent plus rien Et du tout. aussi, Et ils font donc, je vais quand même, énormément de comme on fautes. dit en anglais, parler de l'éléphant au milieu de la pièce. L'arbitrage, je pense quand même. Enfin, je sais pas quel est ton avis là-dessus, Nico, mais je trouve que il y a eu des mauvaises décisions dans les deux sens, mais qu'on n'a pas trop à se plaindre. Alors, ils ont fait des pertes de balles très très bêtes de leur côté, des fautes très bêtes, mais aussi l'arbitrage a pas mal coupé, saccadé le match, et ça les a aussi pas mal empêchés, je pense, de revenir. Il n'y avait pas trop de cohérence, j'ai trouvé, sur les fautes offensives dans ce match. Ouais. Et autant dans les 3 premiers quarts-temps, ça allait peut-être un peu dans les deux sens, voire même en défaveur de Dallas, notamment sur Luka, qui n'était pas trop sifflé dans la première mi-temps. Mais dans le quatrième quart-temps, j'ai trouvé quand même que l'arbitrage était en notre faveur. Et je dirais pas qu'il nous a aidés, nous, mais il n'a pas aidé Memphis, en tout cas, à essayer de se battre. Et c'est ce qui fait qu'on a réussi à revenir assez rapidement. Enfin, c'est une des raisons, il n'y a pas que ça. On a aussi bien défendu sur Ja Morant. On a eu nos 2 joueurs qui ont été super clutch. Mais voilà, on a quand même combien de lancers francs total? Plus de 40. Alors, la plupart sont mérités, mais il y en a quand même voilà, qui nous permettent de rester dans le match, de revenir dans le match. Et ça, voilà, je pense qu'il faut quand même aussi en être conscient et en parler. Mais moi, par exemple, le challenge là, vous savez, depuis cet été, on a le droit maintenant dans les challenges de
désigner une faute si on en voit une. Avant, c'était pas le cas. On pouvait regarder si la balle, elle sortait pour l'équipe A ou pour l'équipe B, mais si on se rend compte qu'il y a un joueur qui fait une énorme faute sur un autre, eh ben, on peut pas dire, en fait, non, il n'y a pas de touche, il y a faute. Maintenant, on peut. Et donc, vous avez sûrement vu ce challenge où, en fait, la balle est donnée à Dallas, mais en fait, c'est Lively qui la touche en dernier. Les arbitres vont regarder, et il y a un contact, mais il est vraiment léger. Je veux dire, dans tous les matchs de NBA, il y a ce genre de contact, on ne les siffle pas. Et là, les arbitres, ils disent, bon, il y a faute sur Lively, 2 lancers sur Lively, et on passe d'une potentielle balle Memphis à plus 2 points Dallas. Donc voilà, ça nous a quand même aussi bien aidé à se remettre en route, j'ai trouvé, dans le 4e quart-temps. Après, bon, ils ont donné le bâton pour se faire battre. Hein. Marcus Smart... Ouais. Ouais, après, je voilà. comprends ce que tu dis, Quentin. Après, pour nuancer le truc, je comprends. Enfin, j'aime pas trop parler de l'arbitrage, moi, par principe. Mais si je dois mettre un doigt là-dedans, je dirais juste que c'était équilibré. Je comprenais pas tout du tout dans l'arbitrage. T'as plein de décisions surprenantes, mais sans réellement favoriser une équipe versus l'autre, quoi. Enfin, c'est une des raisons pour laquelle le match a duré 3 heures. Franchement, moi, j'ai été frustré par l'arbitrage. Pas parce que c'était contre Dallas, comme vous le dites, c'était assez équilibré, mais c'était frustrant tout ça. Le match était haché, c'était un peu pénible à ce niveau-là. 58 lancés, hein. Aussi, hein, 58 lancés au total, hein. C'est énorme. Donc 44 pour nous. Mais Ouais, c'est mais énorme. après, tu voyais le niveau de pression défensive que les Grizzlies mettaient. Enfin, honnêtement, je ne suis pas allé vérifier chacun des coups de sifflet, mais il n'y en a pas un paquet où je me suis dit, il n'y a rien. Il y a celui, effectivement, que tu décris sur la Lively, mais la plupart des temps, enfin, tu vois, tu as quand même l'impression, notamment Smart et Desmond Bane, enfin, l'impression qu'il y a faute super souvent quand même. Et en plus, quand Luka joue les vieux roublards, là, qui va jouer de son expérience pour faire tourner la tête de notre ami West, là, il décroche encore plus des fautes. Donc, ils ont bien joué avec ça, avec l'agressivité défensive adverse. Bon, ce qui est le plus emmerdant, c'est qu'ils ont raté un paquet de lancers. Hein. Ça rendait fou quand même. Tu décroches autant de lancers et tu gâches autant de points faciles. J'avoue que ça a déclenché une énorme frustration, là. Tu le sentais d'ailleurs dans l'American Athletic Center. Je me disais, mais c'est pas possible, mais transformez-moi tous ces lancers francs, là. On est à -7, -8, -10 et on laisse tous ces points sur le côté. On n'a pas le droit. 30 sur 44, 68%. Ouais, c'est pas propre. J'aimerais qu'on parle un peu je ne sais pas si vous en avez parlé, j'ai été coupé tout à l'heure, mais vous avez parlé de la défense des Mavs dans ce 4e parce que à partir de 8 minutes et demie, les Grizzlies n'ont pas marqué. Je crois que la fois d'après, ils marquent peut-être à 3 minutes de la fin, mais il y a eu une séquence de 5 minutes sans panier des Grizzlies. C'était grosse défense des Mavs, hein, notamment PJ Washington qui se coltinait à un Ja Morant des grands soirs. Ah, moi, vraiment, une nouvelle fois, j'ai l'impression de le répéter à chaque podcast, mais je vais le faire une nouvelle fois parce que c'est mérité. J'ai trouvé PJ Washington magistral, honnêtement. Hein. C'est vraiment, tu vois, on parlait des charbonneurs de Memphis. Lui, il a été au charbon toute la soirée. Il s'est tapé les joueurs les plus chauds, switché entre Jaren Jackson Jr., comme un autre profil que de numéro 4, voire numéro 5, à passer à Ja Morant et toute la vivacité incroyable de Ja Morant. Il a eu toutes les tâches défensives difficiles. Il est allé récupérer les ballons les plus compliqués. Quand ça commençait un peu à se chauffer les oreilles, qui est-ce qui était au premier rang? C'était Monsieur PJ Washington. Il pouvait flex comme à la plus belle époque des playoffs face à Russell Westbrook. Je l'ai trouvé vraiment magistral. Et ça, plus Derek Lively, qui, pareil, elle allait toujours chercher les rebonds offensifs, notamment dans la deuxième partie du 4e quart-temps, avec plus ou moins de réussite. Les deux nous ont vraiment sauvé la mise. Et tu as raison, Quentin, on a eu beaucoup de réussite. Hein. On a eu beaucoup de réussite. Le match s'est joué à vraiment pas grand-chose. Mais la réussite, ça se provoque. Et ça se provoque avec de l'envie. Ça se provoque avec se jeter, de l'énergie. Et c'est ce que PJ Washington et Derek Lively particulièrement, je trouve, ont apporté dans ce 4e quart-temps. Et pour moi, ça fait partie des raisons justement de la remontada de nos Mavericks. Ça vient de ça, en fait. Ça vient de cette défense et de cette envie. Mais moi, clairement, tu vois, j'en arrive à un point où PJ Washington, je me dis que allez, si on affronte une grosse équipe et que tu me dis, il y a un joueur entre Kyrie, Luka ou PJ qui doit être absent, je veux dire, on t'aurait toujours dit, on choisit PJ, comme ça on a Luka et Kyrie en même temps. Aujourd'hui, je te dis, je préfère limite que en fait PJ soit là et qu'on ait un des deux franchise players qui soit absent
Et limite, je mets plus de chances de notre côté si on a PJ avec nous. Et c'est quand même fou, rien que de penser ça, tu vois. Quand tu vois les deux monstres que sont Kyrie et Luka, on en vient à un point où PJ devient tellement important pour cette équipe. On le voit dans les résultats et on le voit aussi dans le jeu. Que ouais, enfin, le Big Free, je pense, c'est pas déconnant non plus d'utiliser ce terme, même si, bon, on a toujours du mal parce que c'est PJ Washington, il sort de nulle part, enfin de Charlotte et tout, mais quel joueur qui se révèle avec nous et quel plaisir que ça soit avec nos Mavs, quoi. Ouais, et clairement, ça confirme un peu plus le caractère indispensable de PJ Washington. C'est ce que tu décris. Hein, indispensable. On n'a pas de backup à PJ Washington. Quand il n'est pas là, on voit nos données, on perd beaucoup plus de matchs quand on gagne. Et même quand on gagne, ça nous rappelle un peu plus combien il est essentiel du coup au fonctionnement de l'équipe. Ouais, totalement. Parler des lancers, Quentin, du coup. Ah bah les lancers, moi ça m'a rappelé, je crois que c'est contre Milwaukee, et vous savez, il y a un match où on est à 50% au lancer, là où Dorian Finney-Smith il rate les 2 ou les 4 derniers lancers francs. Vous vous souvenez de ce match-là, il y a une ou deux saisons? Je crois que c'était Hardaway. Je crois que c'était Tim Hardaway qui rate les... Oh là là, mon Dieu, celui-là il me hante. On n'était pas à ces niveaux-là quand même, mais 30 sur 44, ça fait 68%, c'est quand même très 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 sale. On a Luka qui en rate 6, donc lui il a 62%. On a Derek, bon, c'est un peu, on s'attend un peu plus à ce que Lively il en rate, mais il a moins de 50%. Non, ça clairement, heureusement qu'on gagne ce match, parce que sinon on aurait vraiment pu s'en vouloir là-dessus. Et c'est quand même quelque chose qui ressort, hein. Notre faiblesse au lancer franc, c'est pas la première fois que ça arrive. Alors bon, on sait qu'on a certains joueurs qui sont pas très très bons au lancer, et ceux qui sont bons, Kyrie ou Clay, et ben hier ils étaient fantomatiques. Donc ça explique aussi pourquoi le pourcentage est si bas. Mais oui, c'était très très frustrant pour les spectateurs et aussi pour les joueurs aussi, j'imagine que ça devait l'être. Ouais. Ça grognait, hein. Je peux te dire que ça grognait sévère dans l'American Airlines Center quand tu avais les séries de lancers francs ratés. Là, les gens commençaient vraiment à s'agacer. Hein. Heureusement, ils ont donné des ailes de poulet gratuites pour calmer la foule. Ce qui est vrai. Après, dans les 2 dernières minutes, là où ça compte vraiment, où il y a beaucoup de pression, les Mavs ont été pas mauvais sur les lancers francs. Il y a eu 2 lancers francs de Lively, 2 de Doncic et 2 de Irving dans les 2 dernières minutes. Ça a permis de gagner le match. Hein. Enfin, c'est une des raisons qu'ils ont gagné le match. L'autre, c'est notre ami Spencer Dinwiddie. Il a été juste extraordinaire de réussite, et puis aussi il fallait oser, hein. Il est allé mettre ses tirs à 3 points 2 de suite qui a permis aux Mavs de prendre le large. Ces 2 lancers, c'était juste terrible. Dans la salle, c'était l'explosion, quoi. Nico. Ouais, c'était complètement l'explosion. J'avoue que quand il met le premier, c'était surtout l'indécision. Mais pourquoi il fait ça en fait? Pourquoi il tire? Pourquoi Dinwiddie prend le tir clé à 1 minute 30 de la fin? Et tout le monde se regardait un peu. Hein. J'avoue que ça se bousculait pas pour prendre le tir. Tu sens que Kyrie, il avait compris que c'était pas sa soirée. Il se lançait pas dans les shoots extérieurs. J'avoue que moi-même, j'étais assez surpris que Dinwiddie prenne cette responsabilité. Mais à l'image des 2 matchs précédents, en fait, il est vraiment dans un grand niveau de confiance là. En fait, pour mettre des tirs, déjà, il faut commencer par les essayer, le tirer, ce qu'il a fait. Et il est dans une super lignée, il est en confiance. Donc, écoute, il les a mis avec j'ai envie de dire, c'est quasiment, ça a été un peu comme un vieux roublard qu'il est, et avec la classe un peu d'un franchise player qu'il n'est pas. Mais il nous a bluffé. Enfin, c'est vraiment ça qui une des raisons principales, à mon avis, du changement qui bascule un peu le match. Ces 2 shoots d'affilée de Dinwiddie. Il est bien trouvé, accessoirement. Il est quand même bien trouvé à la passe. Je crois que le premier, c'est Lucas, si ma mémoire est bonne, qui le trouve bien à l'extérieur. Mais bon, fallait le mettre. Et puis, la confiance il prend le second. Et là, le public prend feu. Une nouvelle fois, le basket, c'est un sport de confiance. Donc, tu sens que le momentum a changé de camp. Et ça a fait la décision. Ouais, le premier tir, c'était pas un catch and shoot, hein, c'était en mouvement. Il n'était pas facile, le premier, Quentin. C'est le deuxième, t'as raison. Ouais. C'est le deuxième où il est vraiment bien positionné, il est dans ses appuis. À toi, vas-y. Ouais. Non, mais enfin, t'as tout dit. Alors, on est vraiment sur du très bon Dinwiddie, qu'on profite tant que ça dure. Et aussi, t'as soulevé un point aussi où c'est vrai qu'on est un peu injuste en mode, s'il avait raté, on aurait tous dit, mais qu'est-ce que tu prends les tirs, laisse-les à Kyrie, laisse-les à Luka.
Et là, au final, il les met. C'est le héros du match. Derrière aussi PJ qui continue. Je pense que c'est aussi des bons choix de Jason Kidd qui... vous savez, au début du match, Dinwiddie n'a pas forcément été top. Il le laisse jouer pour lui laisser prendre confiance. J'ai pu voir aussi, notamment sur Twitter, certaines personnes qui disaient « Mais allez, c'est bon, quand il est mauvais comme ça, il faut le dégager. Il faut mettre du Jaden Hardy. » Et ce que je peux comprendre, de la frustration. Mais c'est aussi là la gestion du coach qui sait qu'un joueur comme Dinwiddie, il va peut-être faire 2-3 minutes, 5-6 minutes où il va être mauvais, mais il a peut-être aussi besoin de ça pour se mettre en route, pour ensuite obtenir le niveau qu'il a eu en deuxième période. Parce que j'ai l'impression de me répéter souvent en disant cette phrase, mais sans Dinwiddie, encore une fois, on n'aurait pas gagné ce match. Donc ça fait vraiment plaisir pour un joueur payé au minimum qu'on a chopé à la fin de la free agency. C'est super cool et on va avoir des beaux problèmes de riches là quand Dante Exum va revenir pour créer une rotation sur les postes 1-2. Mais Dinwiddie là, il a clairement son ticket aujourd'hui pour moi. Un truc qu'on n'a pas dit aussi, il a encore plus son ticket, parce qu'on a parlé d'Exum absent, mais on n'a pas dit qu'on avait ni Najee Marshall, ni Klay Thompson. Moi, j'ai vu le fantôme de Klay Thompson, là, une nouvelle fois hier soir, donc on était quand même bien à poil quand même dans les rotations. Donc ça a contribué aussi à donner plus d'opportunités à ceux qui sont un peu plus derrière dans la rotation. Bien sûr. Et certains les ont bien saisis, d'autres moins. Après, Klay Thompson, ouais, il met que 4 points. C'est clair que pas une super performance de sa part. Il revenait de blessure. On peut lui donner ça quand même comme excuse, Quentin? Ouais, il revenait de blessure. Jason Kidd avait déclaré auparavant que Klay jouera 20 minutes maximum sur ce match. Après, ça n'excuse pas les tirs ouverts qu'il rate. Et le seul panier qu'il met, en plus, il est ouvert à mi-distance. Il le refuse. Il fait une feinte de merde. Et ensuite, il prend un tir en déséquilibre en étant un peu contesté. Et il le met... Enfin, c'est pas bon, quoi. Donc bon, moi vous savez que je reste le défenseur de ce podcast de Klay Thompson, donc moi je lui laisse encore un peu de temps, mais bon, sur ce genre de match, il faut quand même faire mieux que ça, hein. Là, il y a Luka, il y a Kyrie qui sont là, donc il a des positions ouvertes. Je veux dire, c'est quand même la seule et unique chose qu'on lui demande, hein, c'est de rentrer ses tirs ouverts. Et hier, il y a un moment, il était tellement ouvert, il a eu le temps de poser un dribble pour en limite s'échauffer, et ça rentre pas. Donc bon, je veux bien qu'il revienne de blessure, mais là, on va commencer à se montrer un peu impatient, surtout quand on a de l'autre côté un Najee Marshall qui devient de plus en plus nécessaire à cette équipe et régulier dans ses performances. Donc quand il va revenir de son souci pulmonaire, là, on va commencer à vraiment se poser des questions sur les minutes de ces joueurs-là. Tu sais, je pense que quand tu fais des analyses d'équipe, tu sais, tu as toujours les joueurs que tu apprécies particulièrement et il te faut toujours un peu un mouton noir, tu sais. Il y a le joueur du moment qui t'agace. Oui. Je suis très clairement passé, moi, dans l'équipe, si vous ne l'aviez pas compris. Je suis très clairement, tranquillement et assez sereinement. On l'avait compris, Nico, t'inquiète pas. On l'avait compris. L'équipe qui est agacée par Klay Thompson. Non, mais en fait, c'est pas que l'adresse extérieure. Moi, je l'ai trouvé mou. Et enfin, si, sur l'adresse extérieure, elle a quand même la raison numéro 1 pour laquelle on a pris Klay Thompson, c'est pas sa défense, c'est pas son jeu de passe, c'est pas son qualité de rebond, c'est pas particulièrement son jeu collectif, c'est son shoot extérieur. Ça commence à faire un paquet de matchs où il est grand ouvert, il sait qu'on attend ça de sa part, et tu le sens, mais dans le trou de la confiance. Donc, je ne veux pas tout bousculer non plus, je dis pas qu'il faut trade direct Klay Thompson à la prochaine trade deadline, mais on peut pas s'empêcher de se poser un paquet de questions là. Ça fait quand même un paquet de matchs où il est pas du tout dedans. Donc heureusement que les Mavs gagnent, hein. Parce que sinon je peux te dire qu'on entendrait bien plus parler de son niveau qui est quand même assez catastrophique. Le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas du niveau qui est mauvais. Si les Mavs y perdaient, je peux te dire que ça vannerait plus, on entendrait plus parler, etc., etc. Il est un petit peu protégé par le fait que l'équipe autour est très solide et qu'on peut se permettre de l'avoir à ce niveau-là. Et c'est cool qu'on puisse se permettre cela. Mais faut dire que j'avais des voisins brillants à côté de moi dans l'American Center, ouais. Avec un accent texan pur jus. J'entendais quand ils étaient à moins 15 il est grand temps de retourner à Golden State, mon ami Clay. Je dis ça, c'est la version polie. Il disait pas exactement ça. Donc, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, il y a un mécontentement croissant. Il a généré beaucoup d'attentes et pour l'instant, il n'y répond pas. Donc,
faut pas se mentir non plus, tu vois. Malgré la qualité du joueur que c'était, il est bien dans le gouffre hein, quand même. Hein. Et effectivement, heureusement qu'on gagne. Bon, c'est bien, Nico. Au moins, tu as un mouton noir. On va pas parler de Maxi Kleber aujourd'hui. Le sac est vidé, voilà, on peut passer à autre chose. C'est ça. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette première mi-temps parce que elle était différente de la deuxième. Hein. Elle était beaucoup plus serrée. Les deux équipes sont restées dans un mouchoir de poche pendant toute la première mi-temps. Et puis, on a retrouvé un Luka Doncic de gala pendant cette première mi-temps. 24 points. Superbe première mi-temps de Luka. Un peu de la continuité du match précédent. Nico, tu m'as texté pendant le match, tu m'as dit le roi Luka est de retour. Le retour du roi, si vous aimez les Seigneurs des Anneaux comme moi, c'est un des épisodes, c'est mon préféré accessoirement. Ouais, c'était Return of the King. Clairement, particulièrement au premier carton, il était en feu. Il faisait ce qu'il voulait en fait. Il faisait ce qu'il voulait, il cherchait les fautes comme il cherchait les fautes. À l'extérieur, il mettait tout. Quand il est à l'intérieur, il s'est joué de tous les défenseurs. Ils ont switché plein de fois de défenseurs. Il a fait ce qu'il voulait en première mi-temps en fait. Donc vraiment... il était brillant aussi à la passe. Il a été une nouvelle fois, je crois, notre meilleur rebondeur. Donc ouais, c'était du très grand Luka en première mi-temps, digne d'un MVP. Il a un peu tiré la langue après, mais c'était le retour du héros. Il a vraiment été brillant. Il était déjà brillant contre Portland, mais autre opposition. Mais là, contre Memphis, avec des sacrés joueurs en face de lui, des bons clients en défense face à lui, il a vraiment maîtrisé la première mi-temps facilement. Ouais, 37 points sur le match, hein, 37 points, 12 rebonds, 4 passes et aussi 4 interceptions. Hein, même en défense, ouais. il a tenu son rang, j'ai trouvé, moi. Ouais, mais je l'ai trouvé un peu... une nouvelle fois, il a tiré la langue un peu après. Je ne sais pas si c'était physique, mais il était présent effectivement des deux côtés du terrain en première mi-temps. Donc il était déjà chaud pour les playoffs, là, notre ami Luka en première mi-temps. Impressionnant. Ok, Quentin, rien à dire sur la performance de Luka? C'était le Luka qu'on connaît. C'est tout. On a retrouvé le Luka qu'on aime, le Luka où en fait... on s'étonne même plus qu'il fasse des mi-temps à 20 points, etc. parce que c'est Luka Doncic. Donc ça faisait vraiment plaisir. Face aux Blazers aussi, on pourra en parler rapidement, il m'a aussi fait cette impression-là. Donc je me dis que on a bien fait de le reposer là pendant la grosse semaine. Il en avait sûrement besoin. Et on va attendre qu'on puisse confirmer sur les matchs qui arrivent, notamment les gros matchs la semaine prochaine, parce que là, les matchs qui arrivent aussi là sont très faibles en opposition. Mais on a peut-être très très bien fait de profiter de ce moment pour d'un côté renforcer le collectif et de l'autre côté laisser à Luka le temps de vraiment se remettre, reposer son corps, etc. Parce que quand il a ce niveau-là, ça permet d'avoir juste Luka, il permet de te maintenir dans le match le temps que les autres coéquipiers se réveillent, on va dire, même s'il n'a pas été seul. En première mi-temps, il a aussi été avec Lively qui a été exceptionnel, mais offensivement, il a mené la baraque du Luka Doncic dans le texte, quoi. Il a quand même réussi à prendre sa petite faute technique, hein, la 5e de la saison. Mais cette faute technique, elle était honnêtement... alors là, pour une fois, je vais le défendre. J'ai pas trop compris ça. Hein. Honnêtement, les arbitres, dans l'ensemble, j'ai pas compris. Mais alors là, pour ce qu'il a fait, il a juste fait un petit signe là et hop, faute technique. Oui, la faute, elle est pas justifiée en tout cas sur le geste qu'il fait. Après, honnêtement, pour toutes les fois où il a ouvert sa bouche dans le troisième quart-temps, il méritait d'en prendre une. Donc, on va dire que le moment où il la prend, ça mérite pas d'en prendre une, mais par contre, en fait, il aurait dû la prendre pour avant ou après, pour toutes les fois où il l'a ouvert dans le troisième quart-temps. Et comme par hasard, c'est le troisième quart-temps où on est dégueulasse. Hein. Et je mets pas la faute que sur Luka, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais elle a été méritée. Et du coup, le voilà à nouveau leader de la ligue en termes de faute technique, avec, évidemment, et j'ai l'impression que c'est la même phrase depuis 5 ans, avec Draymond Green. Pour l'ensemble de son œuvre, je suis bien d'accord, c'était quand même archi mérité. J'ai même eu peur qu'il prenne une seconde, en fait. Hein. Ah oui. Le carton, il était chaud. Hein. Il était chaud bouillant. Mais, je sais pas tu t'es peut-être dit la même chose. Moi, il y a un moment, je me suis dit, mais là, il n'en prend pas une juste parce que l'arbitre sait qu'il en a déjà une. Absolument. Si l'arbitre il savait qu'il en avait 0, il en aurait mis une deuxième. Et normalement, on ne devrait pas avoir ce genre de réflexion. Luka ne devrait pas parler comme il l'a fait alors qu'il a déjà une faute technique. Hein. Ça n'aurait pas été un scandale pour moi, en tout cas, qu'il se fasse éjecter, en tout cas pour protestation. Ouais, surtout face à un corps arbitral qui était strict, tendance stricte. Hein.
Je pense que c'était assez clair. C'était pas une excellente idée de jouer là-dessus. Hein. Bon, en première mi-temps aussi, un joueur qui a eu un gros impact, c'est Lively. Quentin, tu as commencé à en parler. Il a une super ligne de stats hein, sur le match, 17 points, 11 rebonds. Et il joue 2 fois plus que Daniel Gafford. Honnêtement, Lively a un énorme impact pendant tout le match. Oui, totalement. Alors déjà, dans les 11 rebonds, c'est bien. Sur les 11, il y en a 6 offensifs. Il faut quand même se rendre compte, il y a plus de rebonds offensifs que de rebonds défensifs. C'est quand même très, très rare. Lively, donc déjà, offensivement, allez, comme ça, on parle de ça, c'est fait. Je pense qu'il a à lui seul 2 du top 3, top 5 de la nuit NBA. Il y a 2 actions au moins, c'est Lively à la conclusion. Donc il y a les hoops somptueux entre Luka et Lively qui termine en étant à moitié en arrière, là. Et l'autre, c'est le poster sur Jaren Jackson Jr. Donc déjà, offensivement, voilà, énorme régal d'avoir ça. Mais surtout, moi, là où j'ai le plus pris du plaisir, c'est défensivement. C'est à quel point est-ce qu'il est puissant et ce qu'il inspire défensivement. On parle très souvent, et à raison, hein, des séquences où vous savez, en fait, les joueurs des Wembanyama dans la peinture, ils osent même pas regarder le panier, ils veulent même pas s'aventurer dans la peinture parce qu'ils savent que il y a Wemby à l'intérieur. Et j'ai bien regardé, en première mi-temps notamment, c'est arrivé de nombreuses fois que on voyait que les Grizzlies ne pensaient même pas que le panier pouvait être une option parce qu'il y avait Lively dedans. Et du coup, ça leur faisait qu'ils cherchaient des solutions pour ressortir à 3 points, pour trouver un mi-distance, mais ils n'allaient pas au lay-up parce qu'il y avait Lively qui est défensivement excellent. Et ça nous a permis, sur beaucoup de séquences, d'être efficace de ce point de vue-là. Il ne marquait pas. Et moi, j'ai adoré voir ça. Franchement, c'est super plaisant de voir qu'on a un joueur aussi puissant défensivement. On a PJ qui est plus sur l'extérieur, mais avoir une vraie ancre défensive sous le panier comme ça en jette, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'il a tant de minutes par rapport à Gafford, parce que Gafford est limité aussi par son gabarit qui est moindre par rapport à Lively, même s'il fait un bon match. Mais voilà, Derek Lively, c'est super. Moi, c'est vraiment le genre de moment où je me dis, j'ai envie de voir sa progression sur toutes les années à venir. J'espère vraiment qu'il va pas se blesser, qu'il va rester à Dallas, parce que humainement, ça a l'air d'être une magnifique personne. Et sportivement, il est trop cool, à regarder. Et j'ai très hâte de voir juste à quel niveau il peut monter. Donc 17-11, c'est très bien comme stat, mais j'ai envie de dire que il a même encore plus apporté que ce que ces stats elles peuvent montrer. Et bravo pour à la fin là, avoir mis les 2 lancers consécutivement, alors qu'à un moment il avait eu du mal juste avant. Et il a réussi quand même à se concentrer dans le 4e quart-temps, et ça c'était très bien. Donc notre petit chouchou continue de grandir et c'est super cool. Ouais, 3 contre, Lively également. Donc, un super match, notamment défensivement. Allez, un dernier joueur que j'aimerais discuter, c'est Irving. Irving, il a fait un match 100. C'est un peu le premier, puis c'est probablement son pire match depuis le début de la saison. Alors, pourquoi? J'ai envie de poser cette question, Nico. Qu'est-ce que les Grizzlies ont fait pour faire sortir Irving de son match? Déjà, ça nous confirme que Kyrie Irving est un être humain. C'est-à-dire que vraiment, j'avais des doutes ces derniers temps, là, parce que je le voyais enchaîner les matchs malgré la fatigue, malgré un peu la maladie, être un extraterrestre depuis le début de l'année. Honnêtement, il a été extraordinaire, comme on l'a dit, meilleur joueur des Mavs pour moi depuis le début de saison, sans aucun doute. Et il était dans un soir sans hier. Il était dans un soir sans, et un soir sans qui a été encore un peu plus appuyé par effectivement la défense impitoyable sur lui que les Memphis Grizzlies ont pu lui mettre, quoi. Donc il a retrouvé son grand copain de Boston, Marcus Smart, qui a été dur avec lui. Il était très bien pris. En plus, il était maladroit, hein, tout simplement. Il était maladroit à l'extérieur, à l'intérieur. Les petits tirs drop, les shoots à mi-distance qu'il met à chaque fois, rentraient pas. Je vous invite, si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Ça a été capturé là, à la fin du match. Il fait une déclaration un peu. J'arrive pas à croire qu'on ait gagné. Je sais plus exactement ce qu'il dit, mais en gros, c'est j'arrive pas à croire qu'on ait gagné ce match quand j'ai été aussi mauvais, j'ai perdu autant de ballons et mis aussi peu de shoots. Ouais, je crois qu'il dit ça m'est jamais arrivé de gagner en perdant 25 fois la balle dans un match, avec un petit un F-word au milieu de la déclaration, parce qu'effectivement, collectivement, on perd 25, il me semble. Mais là, on va se féliciter de ça, parce que quelque part, que les Mavs réussissent à gagner avec un Kyrie Irving avec un jour sans, c'est plutôt une bonne nouvelle.
On peut gagner des matchs sans un extraordinaire Kyrie Irving. Et puis on sait aussi, vu que c'est Kyrie Irving, on sait que ça va pas se reproduire demain. Mm. Ouais. Donc ça arrive, voilà. C'est un être humain, malgré tout. Il a eu un soir sans et on a gagné avec un de nos joueurs majeurs en soir sans. Donc excellente nouvelle. Et puis là où aussi on voit que c'est du Kyrie, c'est que quand il sent que c'est un match sans, et pour lui, et du coup il va pas forcément forcer, donc il a 3 sur 14 au tir, et j'en connais un qui des fois quand il est dans un match sans, il va peut-être prendre plus que 14 shoots, si vous voyez ce que je veux dire, là où Irving a plus de facilité à se dire, allez ok, c'est peut-être pas trop pour moi ce soir, je vais prendre un peu moins la gonfle, je vais un peu plus donner à ceux qui sont chauds, voilà, ça m'étonne pas de Kyrie en tout cas. Bon les gars, on a fait le tour, je crois, de ce match contre Memphis. J'aimerais qu'on parle un petit peu des 2 matchs qui étaient plus tôt dans la semaine, enfin plutôt le week-end dernier. On avait un match contre Utah le 30 novembre et puis on a eu un match contre Portland le 1er décembre, c'était dimanche soir. Dans ces 2 matchs, victoire des Mavericks et des enseignements quand même. Donc j'aimerais qu'on commence avec le match de Portland et ce retour de Luka. Donc là on l'a vu en fait aujourd'hui, hier c'était la continuité de ce match-là, mais vraiment contre Portland, on a retrouvé le Luka Doncic MVP. Est-ce que un petit mot sur sa prestation pendant ce match, Quentin? Ouais, totalement. Donc déjà, c'était bien vu de la part de l'équipe de ne pas le faire jouer contre Utah. Et comme ça, le deuxième match du back-to-back, on met au repos les joueurs qui ont déjà beaucoup donné dans les semaines d'avant, notamment Kyrie. Et on laisse Luka venir face à un adversaire qui est relativement faible. J'ai beaucoup aimé la stratégie. On a vu qu'elle a été payante au final. Il a été très efficace. Il a été très juste dans ses tirs, donc ça fait plaisir de voir de Luka avec des hauts pourcentages, et aussi il nous a montré que Luka Doncic c'est un des meilleurs joueurs de la ligue à combattre les prises à deux. Dès qu'il était pris à deux, c'est arrivé très souvent avec les Blazers, il est arrivé à toujours trouver un coéquipier, et ça se traduit... J'ai l'impression, Quentin, que c'est la première fois depuis le début de saison où on voit l'équipe adverse utiliser cette stratégie. Est-ce que j'ai raison quand je dis que Luka n'était pas assez bon finalement dans les premiers matchs de la saison pour que l'autre équipe décide de faire ça? Et là, c'est la première fois finalement que... Non. Non, c'est plutôt lié au fait qu'il n'y avait pas Kyrie. En fait, quand il y a Kyrie, tu ne peux pas te permettre de doubler Luka aussi souvent. Alors, tu peux le faire dans les moments où Kyrie est sur le banc, mais en fait, comme la plupart du temps aussi, ils jouent ensemble, la prise à deux est vraiment trop suicidaire, en fait, quand tu as 2 joueurs du calibre de Luka et Kyrie. Là, on a vu qu'il y avait pas que Kyrie qui était absent. Hein. Il y avait aussi d'autres joueurs importants. Donc là, ils ont pu se permettre parce que derrière, c'était plus faible. Hein. On avait le 5 de départ, c'était Washington, Doncic, Grimes, Gafford et Hardy. Donc voilà, quand tu as Hardy qui est dans le 5 de départ, ça veut bien dire qu'il te manque des joueurs. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait beaucoup de prises à deux. Mais du coup, résultat, qu'est-ce qui se passe quand tu fais beaucoup de prises à deux contre Luka Doncic? Eh ben, les Dallas Mavericks shootent à 50% à 3 points, 18 sur 36, ce qui est excellent évidemment, 50%, parce que la plupart des joueurs étaient ouverts. Sur leur tir à 3 points, les prises à deux venaient, Luka il trouve un joueur seul, et voilà, on a PJ qui a tiré à 4 sur 6, on a Grimes qui a tiré à 5 sur 7, Hardy qui était à 3 sur 6, et voilà, ça c'est les titulaires qui étaient avec lui sur le terrain, évidemment Gafford n'en a pas pris. Et voilà, donc du basique, j'ai envie de dire très simple, très, très basique pour du Luka Doncic, et il l'a très bien fait. Donc ouais, c'était une bonne chose pour lui de revenir face à Portland, et de se remettre dans la forme, on va dire, dans la lancée qu'il a bien confirmé face aux Grizzlies. Ouais, tu en as parlé, Quentin. Quentin Grimes, 28 points face à Portland, 9 sur 13. Et puis contre Utah, il était en feu, notamment dans le premier quart-temps. On l'a pas trop vu hier contre Memphis, mais Quentin Grimes, il commence à vraiment prendre sa place dans cet effectif, Nico. Ouais, c'était une des grosses satisfactions sur les derniers matchs. Là. Le match contre Utah, je crois que c'est la deuxième fois d'affilée qu'il mettait plus de 20 points. Je crois qu'il finit à 24 contre Utah. Honnêtement, on est dans un contexte Utah, un peu comme Portland d'ailleurs, de rotation quand même très courte, où gros les Mavs ont joué à 8 principalement. Donc on était quasiment dans l'esprit de Tom Thibodeau, là, on était à les mini-rotations.
Et du coup, d'ailleurs, dans les deux cas, à Portland et Utah, les matchs sont serrés. Hein. Dans les deux cas, les Mavs s'en sortent comme relativement bien. Ça se joue à pas tant que ça. Et il a fallu du coup des éclairs et des joueurs plutôt considérés comme secondaires qu'on step up. Hein. Grimes, clairement. Dinwiddie, qui est assez maladroit contre Utah, il a un super jeu collectif. Il est conscient qu'il est maladroit, donc il est excellent à la passe. Je crois qu'il fait 10 passes, si ma mémoire est bonne. Il est là à l'interception aussi, il défend bien. Donc dans un contexte difficile de rotation, ouais, on a des joueurs qui ont clairement franchi un palier. J'ai juste une petite pensée pour mon ami Maxi Kleber qui a joué 25 minutes de tête contre Utah où c'était dur. C'était quand même compliqué. Il était un peu, tu sens qu'il est dans le dur physiquement. Mais écoute, il a fait ce qu'il pouvait avec ses moyens du moment. Mais en tout cas, les Mavs l'ont emporté. Donc pareil, super de gagner des matchs comme ça sur des rotations courtes. Ça a permis, comme tu l'as bien dit Quentin, de reposer Luka et Kyrie Irving avait fait exactement comme contre Atlanta. Au moment où on avait besoin de lui, il est sorti de la boîte, il a fait la différence par la justesse des passes, les interceptions et l'adresse. Il a dit merci messieurs dames, on ferme la boutique et on prend le match et bonjour chez vous. C'est un peu ce qui s'est passé. Dans le match contre Portland, Quentin, heureusement que les Mavs shootent à 50% parce que les Trailblazers, eux, je crois qu'ils ont shooté à 58%. Et il me semble que la stat, c'est que c'est arrivé 60... Attends. Ouais, je sais plus la stat, mais en tout cas, si tu tires à 58% à 3 points et que tu perds le match, c'est assez rare dans l'histoire de la NBA. Tu m'étonnes. Ah oui, il doit avoir un certain nombre de tirs minimum, mais 18 sur 31 à 3 points, c'est rare quand même de perdre un match dans la NBA d'aujourd'hui en étant aussi bon comme ça. Donc là, on était effectivement dans un match assez fou où les deux équipes tirent à plus de 50% à 3 points. Ça, c'est quand même des choses qui arrivent très rarement. On a eu un show Anthony Simons qui était absolument fou. Donc c'était beau à voir, mais en même temps, malheureusement pour nous, parce que du coup, c'est contre nous qu'il a claqué cette perf. Enfin, à un moment, je me suis dit, mais il va claquer le record de Klay Thompson de points en un quart-temps ou quoi. Là, c'était n'importe quoi. Heureusement, les fautes, voilà, l'ont rattrapé. On lui a fait prendre sa 6e faute intelligemment. Encore de notre ami Spencer Qui a fait ça d'ailleurs. Et oui, qui a fait ça. Donc ça, heureusement, parce que Portland, en tout cas, ils ont un effectif qui est évidemment trop jeune pour espérer des playoffs ou quoi, mais c'est sympa, sachant qu'ils avaient quand même, il me semble, plusieurs joueurs qui étaient absents. Donc ils ont quand même proposé du beau jeu. Sur la fin, ils craquent. On sent que voilà, il y a pas assez d'expérience pour tenir tête à une équipe comme les Mavs, mais ils ont clairement pas démérité. Moi, je voulais quand même avoir un petit mot. Donc malheureusement pour Maxi Kleber qui effectivement a perdu toute confiance offensive. J'ai pas vu le match contre le Jazz, je l'ai regardé très rapidement, mais celui contre Portland, je l'ai vu. Kleber, c'est 0 sur 5 au tir. Il y a plus du tout la menace qu'il était à 3 points. Par contre, je veux aussi avoir un petit mot pour notre soldat ultime qui fête dans quelques jours ses 10 ans au Dallas Mavericks, Monsieur Dwight Powell, qui a joué que 15 minutes, mais encore une fois, il s'est donné à fond. Il y a un moment, il se bat pour récupérer la balle. Là, c'est un truc de fou. Je veux dire, c'est un match de saison régulière au pif, un back-to-back, on s'en fout un peu. Et lui, il est à fond. Donc voilà, je voulais quand même avoir un petit mot pour Dwight Powell qui fait vraiment plaisir cette saison sur le peu de minutes qu'il a, sur les attentes qu'on avait, donc c'est-à-dire aucune attente au début de la saison. Et ben en fait, il me surprend positivement. Et ça fait super plaisir de voir qu'il est toujours là et qu'il peut apporter. Donc voilà, ce match. Soldat Powell. Non, je vais juste dire, 100% d'accord avec toi, le soldat Powell. Impressionnant d'engagement. Il y a un moment, ça m'a fait trop rire parce que il tombe, il est envoyé un peu violemment au sol. Du coup, il a une chute qui est un peu bizarre en angle droit avec son dos là, au niveau du panier. Et en fait, il reste au sol genre 1 ou 2 secondes. Il se relève très très vite. Et il y a l'arbitre en fait qui vient vers lui pour le calmer parce qu'il pensait oula, lui il se relève très vite pour aller s'embrouiller avec le joueur adverse qui l'a foutu au sol. Et en fait, évidemment, c'est pas du tout le genre de Powell. Et du coup, il y a PJ Washington qui arrive près de l'arbitre et qui tape un grand sourire en mode non, mais mon gars, c'est Dwight Powell, t'inquiète, lui il va pas s'embrouiller avec d'autres joueurs, lui il est mature quoi. Enfin voilà, moi j'ai adoré voir Dwight Powell s'exprimer comme ça sur ce match face à un adversaire relativement faible. On a pu le voir 15 minutes.
c'était cool. Et ça nous a permis de rester dans le match et à Gafford de souffler quelques minutes vu que Lively était absent. Voilà. Ok, les gars. Bon, Bon, je reparle pas de PJ, excuse-moi, de PJ parce qu'on a ouais. déjà beaucoup parlé, mais encore une fois, sans PJ, on gagne pas ce match face à Portland. Heureusement qu'il est là, il joue le même nombre de minutes que Luka, il est tout aussi important. Voilà, un nouveau match où on aurait perdu sans notre cher PJ Washington. Là, sort la stat, c'est quoi le record des Mavs avec PJ Washington et sans PJ Washington? Je crois que, attends, je l'ai sorti ce matin sur Twitter, il me semble que c'est 13 sur 17. Il a joué 17 matchs, on en gagne 13. Et du coup, en pourcentage de victoire, c'est mieux que le Thunder, hein, qui est premier de l'Ouest. Voilà, il y a cette défaite contre Miami qui a toujours du mal à passer. Hein. C'est en prolongation où Kyrie rate le lancer là. Mais bon, comme tu as dit, Nico, aussi, là, on a gagné pas mal de matchs clutch. Il y en a plusieurs qui auraient pu tomber dans l'autre sens, donc on va pas se plaindre. Mais voilà, globalement, PJ est super important à cette équipe. Une dernière pensée pour Najee Marshall, qui a quasiment pas joué contre Utah, qui a joué au tout début et effectivement qui avait a priori des insuffisances pulmonaires. Le fait de ne pas le voir sur le terrain, moi, ça m'a rappelé combien il est devenu un peu indispensable à l'équipe, à la fois dans l'intensité collective défensive. Moi, je trouve qu'il manquait hier. Hein. Il leur a apporté beaucoup contre Memphis. Et aussi offensivement, sa réussite. Il était dans un très bel élan. J'espère qu'il va vite revenir. J'ai pas regardé exactement ce qu'il en est là. J'espère qu'il va vite retrouver le parquet parce qu'on a besoin de lui. Je viens de regarder l'injury report là, qui est tombé là, pendant qu'on enregistre le podcast. Il sera absent demain face à Washington. Demain, il n'y aura que Exum et Marshall qui seront absents. Sinon, tous les autres joueurs seront disponibles. Alors justement, Quentin, dis-nous le calendrier, qu'est-ce qui arrive? Donc Washington, jeudi, on a Toronto samedi, et puis après, c'est la NBA Cup. Tout à fait. Donc, allez, un petit mot là-dessus parce que la soirée était assez folle pour les personnes comme moi qui aiment bien cette NBA Cup là. Donc, comme vous savez, nous, la première place du groupe était morte, elle était assurée aux Warriors. Donc, nous, on jouait la fameuse wild card, donc c'est-à-dire le meilleur deuxième parmi les équipes qui ne sont pas premières des groupes à l'Ouest. Et pour ça, en fait, il y avait plein de conditions. Il fallait que OKC gagne de leur côté, mais que les Spurs ne gagnent pas. Sinon, OKC aurait été second. Ils étaient meilleurs que nous à la différence de points. Donc, en même temps, je surveillais pas mal le match entre Spurs et Suns. Donc, je disais, allez, les Suns, il faut qu'ils gagnent. Mais à un moment, en fait, ils gagnaient tellement que virtuellement, ils passaient devant nous au goal average. Enfin, c'était quand même assez fou à suivre. Mais finalement, tout est bien qui finit bien, on est la meilleure équipe, donc on a cette wildcard. Et à quelques points près, au final, Houston n'est pas premier, mais au final, c'est OKC qui finit premier des premiers, j'ai envie de dire. Et donc, nous affronterons OKC dans ce qu'on pourrait appeler en fait un quart de finale de cette coupe NBA. Ça aura lieu donc dans la nuit de mardi à mercredi à 3h30, parce que donc à 1h, ça sera un des deux matchs de l'Est. Ça se passera à OKC parce que donc c'est eux qui ont l'avantage du terrain vu qu'ils ont fini premier. Et en cas de victoire donc face à OKC, nous serons qualifiés pour le fameux Final Four qui aura lieu à Las Vegas. Donc si on est qualifié, le match de demi-finale, donc le premier match de Final Four comptera toujours dans la saison régulière. Si on perd face à OKC, eh bien on aura un match normal qui sera aussi programmé, qui comptera pour la saison régulière. Et il n'y a que voilà, pour rappel, il n'y a que si on gagne donc le premier match du Final Four et qu'on va en finale qu'il y aura ce petit match en plus qui ne compte pas dans les stades de saison régulière et qui compte comme un 83e match, enfin un match joué en plus dans la saison. Mais pour ça, voilà, il faut déjà aller en finale. Il faudra donc passer par OKC dans un premier temps, dans un second temps par le gagnant de Warriors Rockets, et dans un troisième temps, si on y est, et bien évidemment face aux gagnants de l'Est, sachant qu'à l'Est, les équipes sont Orlando, Milwaukee, Atlanta et New York. Donc voilà, pour la NBA Cup. Un petit commentaire de ma part, Quentin. Sur un plan comptable, il vaut mieux pas perdre cette NBA Cup parce qu'on se retrouve à jouer OKC, quasiment la meilleure équipe de la ligue. Si on avait
si les Mavs n'étaient pas qualifiés, ils auraient peut-être joué, je sais pas moi, Utah. Mais tu as raison, tu as tout à fait raison. Si on était situé plus à l'est des États-Unis aussi, on aurait beaucoup plus de victoires, ça je peux te le dire. Non mais oui, tu as raison. Pour ceux qui n'ont rien à faire de la NBA Cup, c'est un argument en disant bah si on n'est pas qualifié, tant mieux parce qu'on va jouer des équipes qui sont quand même relativement plus faibles. Heureusement que la saison régulière est quand même énorme, 82 matchs, c'est beaucoup, donc c'est 2 petits matchs en plus face à des équipes qui vont être bonnes. Ça me dérange pas, sachant que du coup en échange on obtient en fait des matchs qui ont une intensité playoff, hein. Même si je comprends encore une fois que certains, je crois, Nico, tu disais que ça vous intéresse pas trop la NBA Cup, mais dites-vous bien que les joueurs, eux, ça les intéresse, hein, parce qu'ils l'ont dit plusieurs fois, la récompense financière qu'il y a pour le gagnant, ils sont pas du tout indifférents. Donc ce qui est cool, c'est qu'en fait ça nous permet d'avoir des matchs à haute intensité en novembre, chose qu'on a quand même rarement eu en NBA. Et j'avoue que de ce côté-là, je trouve que c'est quand même plutôt une réussite, contrairement au parquet. C'est bien de nous proposer voilà, ces matchs qui sont super intenses, un peu des matchs de playoff, mais en one shot, en plein milieu du mois de novembre. Mais Alors, je suis d'accord avec ton point, Barnab. Ça nous fait affronter plus de fois des équipes fortes. Je vais pas passer pour un gros boomer quand même, Quentin. Je dirais juste que je comprends pas tout en fait. C'est pas que ça m'intéresse pas. Je pense qu'effectivement, s'ils sont à Vegas, je vais être le premier devant ma télé à suivre les matchs pour voir s'ils peuvent gagner cette NBA Cup. J'avoue que j'ai pas encore tout compris, mais je ne désespère pas. Avec un peu d'assistance, je vais finalement comprendre ce truc-là. Avec plaisir. Mais en tout cas, beau match à venir contre OKC. Je dirais juste sur les 2 matchs à venir, bon, Washington est, je pense, l'équipe la plus faible de toute la NBA, donc je n'imagine pas une autre issue qu'une victoire. 15 Très bien défaites de qu'on suite, puisse je crois. reposer. Ouais, ils sont vraiment dans le gouffre là, et puis même c'est faible au possible cette équipe. Ça sent le Cooper Flag accessoirement. Mais non, deuxième mot, je voulais partager, c'est Toronto. Attention, hein, le match à Oui. Toronto, il est pas cadeau, hein. À domicile, ils sont sur une excellente lignée, les Raptors, notamment RJ Barrett. Donc, c'est pas un match facile. On a l'impression que c'est facile, Toronto, mais à domicile, ça l'est pas du tout. Donc, j'espère qu'on aura une équipe pleinement impliquée et proche d'être au complet, parce qu'on en aura besoin, à mon avis, à Toronto. Ce qui est bien, c'est que derrière, on aura 2 jours de repos. Donc comme ça, on peut se donner à fond contre Toronto et après aller tranquillement à OKC parce que bon, donc on va enchaîner 3 matchs hein, à l'extérieur, donc ça c'est pas aussi négligeable. Mais il y aura pas de back-to-back, du repos entre chaque match, donc ça c'est cool. Et puis bon, on va essayer de continuer la série de victoires. Il me semble que Houston affronte des adversaires un peu plus coriaces, donc sur un malentendu, on peut terminer la semaine à la 2e place de l'Ouest, hein, qui sait. Ouais, on rappelle, hein, là, les Mavs, ça y est, tout d'un coup, ils se retrouvent 3e de l'Ouest, hein. Bon, évidemment, c'est très rapproché derrière, mais 3e de l'Ouest, sur la photo, c'est pas mal. Et si nos pronostics étaient pas si mauvais que ça, finalement? On devrait arrêter tout de suite la saison. Ça y est, c'est fini, et nos pronostics seraient réalisés. Ouais. Merci les gars pour cette émission. Je crois qu'on a fait le tour. Je suis très content d'avoir discuté de ce match contre Memphis avec vous et de l'avoir vécu en direct dans la salle. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, vous les auditeurs, dites-nous ce que vous avez pensé des Mavs sur ce match. Et en général, sur ces 10 derniers matchs, hein, 9 victoires, une défaite, les Mavs sont en feu. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, ciao. Salut tout le monde. Ciao, ciao.